Top départ. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir pour notre petit apéro au labo. Je vous préviens que pour l'instant, la session est enregistrée depuis quelques minutes maintenant. Et puis, je vous demande aussi de couper vos micros et de couper vos caméras le temps que nous passions la présentation. Puis après, pour les questions, vous pourrez rallumer et vos micros et vos caméras. Donc, je vous souhaite la bienvenue parmi nous à notre édition 2021 de la Fête de la Science, organisée par l'AFM Téléthon. C'est notre apéro au labo. Moi, je m'appelle Nathalie. Sylvie m'accompagne pour ce moment fort de notre soirée. Et nous travaillons toutes les deux au sein de la direction des actions médicales à l'AFM Téléthon. Ce soir, nous serons les modératrices de cet apéro virtuel et nous allons partager ensemble, je pense, un moment passionnant. L'AFM est une association de malades et de parents de malades dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et à aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leurs pathologies rares. La pathologie peut être évolutive et pour beaucoup incurable. Donc, on essaie de développer, l'AFM Téléthon essaie de développer une stratégie d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes. Ça peut être des maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle, des déficits immunitaires, etc. On va en savoir plus d'ici quelques minutes. Et aujourd'hui, grâce à vous qui êtes peut-être donateurs, adhérents, bénévoles dans une animation Téléthon, eh bien, les premières victoires aujourd'hui sont là. Elles arrivent et la maladie ou certaines maladies sont traitées de par le monde grâce au travail des chercheurs financés par le Téléthon. Malheureusement, des milliers d'autres familles attendent encore un traitement. Il y a encore beaucoup de travail. Le temps de la recherche est long, mais grâce à vous, grâce aux dons du Téléthon, elle avance à grands pas. Et c'est ce que nous voulons partager en toute transparence avec vous. Alors, ce soir, nous sommes très heureuses, Sylvie et moi, d'accueillir notre collègue Jean-François Briand, manager senior en recherche et développement à l'AFM Téléthon. Et nous avons un invité de marque, Daniel Sherman, directeur de la Fondation Maladies Rares, responsable de la division médecine-biologie de l'Académie européenne des sciences et membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie. Notre thème ce soir, c'est les maladies rares, un modèle pour les maladies fréquentes, et nous allons pouvoir commencer. Donc, je laisse la parole à Jean-François, peut-être au démarrage. Alors, bonsoir, je vais passer la parole en fait à Daniel qui va démarrer et moi je reprendrai à différents moments la parole. Donc Daniel, je t'en prie, tu me dis quand j'avance. Merci, merci Nathalie, merci Jean-François. Peut-être tu peux revenir en arrière. Je voudrais remercier la FM Téléthon qui est le membre fondateur de la Fondation Maladies Rares, un des membres fondateurs et qui est notre principal contributeur financier. À la Fondation Maladies Rares, nous finançons la recherche sur les maladies rares, comme cela est indiqué, et tout un tas d'autres actions. Et nous sommes très heureux de participer à cet apéritif virtuel organisé par la FM Téléthon. La thématique, c'est les maladies rares, mais en expliquant quelques succès obtenus sur les maladies rares, c'est aussi pour montrer à quel point la recherche et les avancées thérapeutiques obtenues sur les maladies rares peuvent être utiles au plus grand nombre. Diapositive suivante. Alors d'abord, un petit quiz d'introduction. Qu'est-ce qu'une maladie rare? Suivante. Alors une maladie rare, c'est une définition légale. Et en France et en Europe, une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins de 1 personne sur 2000. Lorsqu'il y a plus de 1 personne sur 2000 qui sont atteints, on n'est plus dans la catégorie des maladies rares. C'est important parce que les maladies rares disposent de dispositifs incitatifs favorisant la recherche et le développement des médicaments et favorisant les industries qui développent des médicaments pour ces maladies rares. Voilà pourquoi une définition précise des maladies rares, quantitatives et nécessaires. Les maladies rares, un modèle pour les maladies courantes. Et différent. Sylvie, excusez-moi Daniel. Sylvie, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi. Merci. Diapositive suivante. Alors, les maladies rares, comme vous le voyez à gauche, touchent de nombreux malades. 1 personne sur 20 est concernée. Alors, vous me direz, mais une maladie rare touche 1 personne sur 2000, oui, mais il y a plus de 7000 maladies rares. Donc, si on fait le total
de toutes les malades atteints de maladies rares, plus de 7000 maladies rares, eh bien, on arrive au fait qu'en France, environ une personne sur 20 est concernée, ce qui représente 3 millions de personnes, 300 millions de personnes dans le monde. Alors, fait aggravant, 75% des maladies sont pédiatriques et donc elles touchent les enfants et les malades durant toute leur existence. Ces maladies sont méconnues et sans traitement. 50% ont une cause connue, identifiable. L'autre moitié, pour l'instant, ont une cause inconnue. Et malheureusement, pour cette maladie, vous voyez qu'il y a à peine 400 traitements disponibles dans le monde. C'est-à-dire que 95% des maladies ne sont pas actuellement traitables dans ce domaine. Contrairement, par exemple, aux maladies infectieuses où les antibiotiques traitent la totalité des patients dans le meilleur des cas. Alors, cela provoque des situations personnelles complexes. En particulier, il y a parfois jusqu'à 4 ans, en moyenne, supérieur à 4 ans, d'errance diagnostique, c'est-à-dire que les familles qui ont un enfant malade mettent parfois plus de 4 ans avant d'identifier la maladie de leur enfant. L'enfant va mal, mais on ne sait pas pourquoi. Un tiers des malades n'ont pas de nom à donner à leur maladie, et 2 tiers des malades sont atteints de maladies pathologiques graves et invalidantes. Diapositive suivante. Donc, il y a une grande diversité de ces maladies. 80% de ces maladies sont d'origine génétique, mais dans un cas sur 2, on ne connaît pas le gène responsable. Et parfois, ce sont des maladies qui proviennent de l'association pathologique de plusieurs gènes, modifiés ou mutés. Les prévalences varient considérablement. Vous avez des maladies rares, telles que la mucoviscidose, qui touchent environ une personne sur 10 000. Et vous avez des maladies rares qui touchent moins d'une personne sur 1 million. Le début dans la vie est précoce, avec une révélation tardive. 75% peuvent être présents dès l'âge de 2 ans. Certaines apparaissent après 40 ans, 20%. Et 35% sont directement la cause d'un décès avant l'âge de 1 an. Donc, vous voyez une situation absolument dramatique, avec des modes de transmission variables. Alors, les maladies autosomiques dominantes, ce sont des maladies dans lesquelles la mutation génétique chez un seul parent peut provoquer la maladie chez un enfant, dans un cas sur 2. La maladie autosomique récessive, c'est lorsqu'il faut que les 2 parents possèdent un gène muté pour que, malheureusement, dans un cas sur 4, la maladie se déclare. C'est le cas de la mucoviscidose. Les maladies d'Ialix sont des maladies qui ne touchent que les garçons, puisque les garçons ont 2 chromosomes X et Y, les femmes ont 2 chromosomes XX, donc lorsqu'il y a une mutation sur le gène X pathologique, seul l'enfant garçon est atteint. Et puis les maladies mitochondriales, les mitochondries sont des petits organelles présents dans les cellules, responsables de la production d'énergie dans les cellules. Et lorsque la maladie est d'origine mitochondriale, il y a de très nombreuses maladies rares mitochondriales, eh bien c'est une transmission maternelle, puisque nos mitochondries proviennent de nos mamans. Diapositive suivante. Vous voyez, il y a différentes manières de classer les maladies rares. Vous avez ici un exemple de maladie rare qui vous montre que tous les organes, toutes les fonctions peuvent être atteints par des maladies rares, et je n'entrerai pas dans le détail. Et ce profil, ce panorama extrêmement large des maladies est regroupé au niveau thérapeutique en centres de compétences et centres de référence qui sont spécialistes de telle ou telle maladie rare. Et comme il y a 7000 maladies rares, on a regroupé aussi ces maladies en filières. Et vous avez par exemple une filière de santé maladies rares, les filières de santé maladies rares, les FSMR, qui sont concernées par les maladies osseuses rares ou les maladies pulmonaires rares. Diapositive suivante. Alors pour comprendre ce que je vais dire, il faut comprendre comment fonctionne une cellule. Donc je n'ai pas de petite flèche, mais peut-être, Jean-François, si tu peux montrer où est le noyau. Voilà, donc ça c'est le noyau de la cellule, et dans ce noyau se trouve l'ADN. Donc notre corps est constitué de cellules, environ 10 000 à 100 000 milliards d'unités élémentaires qui sont des cellules. Et dans ces cellules ont un noyau en violet sur cette figure. Et dans ce noyau violet se trouve une molécule qu'on appelle l'ADN, qui est une double hélice qui contient notre patrimoine génétique,
qui contient le code permettant de fabriquer les protéines, qui sont les usines qui font fonctionner nos cellules. Et puis vous avez des petits organes, des petites usines individuelles. Alors tu peux montrer peut-être une mitochondrie avec une flèche. Voilà, bon, la mitochondrie, c'est là où se fabriquent les molécules d'énergie, qui donnent l'énergie pour bouger et pour réaliser toutes les réactions chimiques se présentant dans le corps humain et aussi pour créer la chaleur nécessaire à notre survie. Alors on va passer à la diapositive suivante, qui vous montre une molécule d'ADN, acide déoxyribonucléique. Je crois que tout le monde connaît cette molécule. Immense molécule, très très longue, de plusieurs milliards d'unités chimiques que l'on appelle les bases. Là, vous avez des bases, A, T, G, C, et c'est une double hélice. C'est comme une hélice d'élastique avec deux brins qui sont l'un en face de l'autre et qui se reconnaissent de façon chimique. Lorsqu'il y a un T, eh bien en face on a un A, et lorsqu'il y a un C, en face on a une molécule qui s'appelle G, guanine, C c'est cytosine, T c'est thymine et A c'est adénosine. Voilà pour la molécule d'ADN, et cette molécule d'ADN elle sert de matrice, de patron pour, diapositive suivante, fabriquer ce que l'on appelle l'ARN messager. Donc, si tu peux montrer l'ARN messager, Jean-François. Donc, l'ARN messager, c'est aussi un oligonucléotide, mais ce n'est pas un acide déoxyribonucléique, c'est un acide ribonucléique. La chimie est un peu différente, je n'entre pas dans le détail. Cet ARN messager, il est beaucoup plus petit, et il provient d'un gène. Un gène est présent sur l'ADN. Un gène correspond à une protéine. Donc ce gène d'ADN qui est présent dans le chromosome, dans le noyau, va donner naissance par copie à un ARN messager. Et cet ARN messager va lui-même être copié dans une petite usine que l'on appelle le ribosome pour fabriquer des protéines. Et à 3 lettres de l'alphabet de l'ADN correspondent 3 lettres de l'alphabet de l'ARN messager. Et chaque 3 lettres de l'ARN messager correspond à une petite perle, un petit élément, une petite perle de la chaîne que vous voyez ici. Donc chaque triplet qu'on appelle codon donne une perle, et l'ensemble des perles forment une protéine, qui sont les usines qui remplissent toutes les fonctions de la cellule, et donc nécessaires à la vie. Donc voilà, ces bases étant posées, on va passer à la diapositive suivante. Oui. Alors et là, je vais laisser la parole à Jean-François. Merci. Donc en fait, ce qu'on va vous raconter sur ce parallèle entre les maladies rares et les maladies fréquentes, ce n'est pas une question qui est récente, puisque la question, elle a été posée depuis longtemps. L'intérêt d'étudier tout ce qui est rare pour comprendre tout ce qui est fréquent, c'est quelque chose que l'on sait depuis longtemps, puisque vous avez à l'écran une image qui représente un médecin anglais qui s'appelait William Harvey, qui en 1657 a écrivé la phrase que je vous ai indiquée ici: n'y a-t-il pas de meilleur moyen de faire progresser la médecine que d'étudier les maladies les plus rares afin de percer à jour les lois de la nature? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui un peu va nous guider tout au long de ce que l'on va vous indiquer, vous montrer ce soir. William Harvey est le médecin à qui on attribue d'avoir identifié, d'avoir démontré la circulation sanguine dans un corps humain. Alors, Daniel vous a parlé de cet ADN, de la complexité de cette molécule, et il a évoqué effectivement aussi la taille de cette molécule. C'est une molécule qui est très longue, qui est présente dans chaque cellule, qui est découpée dans des chromosomes que vous avez dans vos cellules, et ces lettres ATGC, ces bases dont Daniel vous a parlé, vous en avez 6,4 milliards dans votre ADN, dans chacune de vos cellules. Et c'est l'ensemble de cette information codée par cet assemblage de bases qui constitue notre patrimoine génétique. Alors, 6,4 milliards de caractères, on a un peu de mal à se représenter, qu'est-ce que c'est? Par comparaison, vous prenez le code civil, donc un livre déjà d'une bonne épaisseur, vous avez 1,2 million de caractères dans un code civil. Cela veut dire que notre génome représente
plus de 5300 fois le code civil. Donc, c'est vous dire la masse d'informations qui est contenue dans cet ADN. Mais avant de pouvoir comprendre le rôle de cet ADN, il a fallu devoir le lire, le déchiffrer. Puisque cet ADN donne les cellules, c'était important de savoir effectivement s'il y avait un problème sur cet ADN qui causait une maladie. Où était-il? En quoi consistait-il ce problème? Et ça, c'est quelque chose qui a été un mécanisme, une stratégie qui a été mise en place il y a très longtemps et qui est toujours en cours dans beaucoup de laboratoires, qui consiste dans un premier temps à identifier les gènes pour en comprendre ensuite les mécanismes d'action qui, si le gène a un défaut, va entraîner une maladie. Ça a été possible à partir du moment où on a réussi à établir, dans un premier temps, les cartes du génome humain et ensuite le séquençage complet du premier génome humain qui a été obtenu au début des années 2000. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. À partir du moment où on a été capable de déchiffrer l'intégralité du génome humain, on a pu mettre le doigt précisément sur les différents gènes qui constituent notre patrimoine génétique et qui sert à fabriquer les cellules qui forment un corps humain. À partir du moment où on a pu comprendre où est-ce qu'il pouvait y avoir des défauts, on a pu commencer à travailler sur des pistes thérapeutiques. Parce qu'à partir du moment où on sait quel est le défaut précisément, on peut essayer de s'attaquer à la cause de ce défaut. Et il a fallu inventer de nouvelles approches thérapeutiques, de nouveaux types de médicaments, qu'on appelle des biothérapies innovantes. La thérapie génique, la thérapie cellulaire en sont deux exemples ici, dont on va vous montrer quelques exemples. On n'a pas oublié pour autant ce qu'on appelle les molécules, la chimie classique, la pharmacie classique, les médicaments que vous trouvez dans vos pharmacies. Mais comme on était sur des thérapies innovantes dans beaucoup de cas, il fallait savoir si ces innovations, elles permettaient réellement de soigner quelque chose. Donc il a fallu faire des preuves de concept dans quelques maladies pour montrer que la thérapie génique, la thérapie cellulaire, c'était des approches thérapeutiques qui permettaient réellement de soigner des maladies. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait cette démonstration dans quelques maladies, vous allez pouvoir l'appliquer à un plus grand nombre de maladies. Mais alors, on va revenir un peu à la base. Comment une maladie rare, la compréhension d'une maladie rare, a-t-elle pu permettre de comprendre des mécanismes sur des maladies beaucoup plus fréquentes? Je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple, c'est une maladie qu'on appelle Xeroderma pigmentosum. Vous avez peut-être entendu parler de cette maladie. Ce sont des jeunes enfants qui ont une hypersensibilité à la lumière. Et ces enfants, dès qu'ils sont exposés à la lumière, ils développent des très fortes irritations cutanées, lésions cutanées et malheureusement des cancers cutanés qui apparaissent très rapidement. Ce sont des enfants qui doivent vivre à l'abri de la lumière. Cette maladie, elle a été caractérisée par Maurice Kaposi en 1874. Il a fallu 100 ans après pour que James Cleaver à San Francisco mette le doigt sur le défaut qui était présent chez ces malades. Et en fait, ces malades, ils ont un défaut qui est une absence ou en tout cas des dérèglements dans les mécanismes de réparation de l'ADN. Parce que votre ADN, notre ADN, il est très sensible. Il est très grand, il est très complexe, mais il est aussi très sensible aux agressions. Et une source d'agression importante, c'est le soleil. Le soleil, les rayons ultraviolets vont casser l'ADN. Chez vous, chez moi, chez quelqu'un qui n'a pas de défaut dans un système de réparation d'ADN, cette cassure, elle va pouvoir être réparée dans la plupart des cas, même si aucun de nous n'est à l'abri d'avoir un mélanome, un cancer de la peau en cas de surexposition au soleil. Mais chez ces malades, eux, ils n'ont pas de système de réparation de l'ADN. Et donc, c'est en fait la compréhension du mécanisme de cette maladie
qui a permis de mettre le doigt sur la mécanistique vraiment de réparation de l'ADN. Et c'est ce même mécanisme que l'on retrouve dans les cancers de la peau, les mélanomes dont je vous ai parlé. Et là, on n'est plus dans le domaine de la maladie rare, puisque les mélanomes sont le 8e cancer chez l'homme et 6e cancer chez la femme. Un autre exemple, c'est l'hypercholestérolémie familiale. Ça fait longtemps qu'on suspecte un lien entre l'excès de cholestérol, on a tous entendu parler de cholestérol, on fait tous généralement des bilans sanguins, et le lien entre un excès de cholestérol et les maladies cardiaques, cardiovasculaires, il est suspecté depuis les années 1930. Mais il a fallu qu'une équipe de recherche, que des équipes de recherche s'intéressent à une maladie ultra rare, qu'on appelle l'hypercholestérolémie familiale. Effectivement, c'est un cas sur 1 million de naissances, qui a permis d'identifier un gène qui était en cause dans cette maladie. Et c'est la compréhension du rôle de ce gène qui a permis de comprendre la mécanistique qui permettait d'obtenir du cholestérol et quel était le rôle du cholestérol. Et à partir du moment où on a pu comprendre ce rôle, on a pu identifier des maladies où l'excès de cholestérol était un vrai problème et on a pu commencer et mettre au point des médicaments. C'est ce qui a abouti à la mise au point des médicaments qu'on appelle les statines, dont vous avez sûrement entendu parler, que l'on donne à des personnes qui ont des excès de cholestérol. Les travaux de ces équipes sur ce gène-là, donc Joseph Goldstein et Michael Brown, leur ont valu le prix Nobel de médecine en 1985. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Les thérapies innovantes dont on va vous parler, elles sont nées ou elles ont été développées sur des maladies rares avant de bénéficier aux maladies fréquentes. Donc je vous ai montré avant 2 exemples de comment on a compris les mécanismes de certaines maladies, mais maintenant comment on a pu mettre au point des médicaments sur ces maladies rares et comment ces médicaments mis au point sur des maladies rares ont pu bénéficier à des maladies fréquentes. Je vais vous parler de thérapie génique. La thérapie génique, c'est le fait d'introduire un gène sain, qu'on appelle un gène médicament, qui va venir prendre le relais du gène malade chez quelqu'un qui est atteint par une maladie génétique. Ça se fait avec le biais d'un vecteur viral, un virus, dans lequel on greffe ce gène thérapeutique et on va l'administrer de différentes manières, ce vecteur de thérapie génique, ce gène médicament. Soit on va l'administrer sur des cellules qu'on a prélevées au malade, dans lequel on injecte ce médicament, soit on va l'injecter directement chez le malade. Mais vous comprenez que c'est quelque chose qui est très récent, qui était très récent, et donc il a fallu le montrer que ça fonctionnait. Et pour commencer à le montrer, pour le démontrer, on l'a fait d'abord dans des maladies du système immunitaire. Votre système immunitaire, il est fabriqué dans votre moelle osseuse. Et des maladies que l'on connaît tous, ce sont des maladies des bébés bulles. Les bébés bulles, vous savez, ce sont ces enfants qui doivent vivre dans un milieu totalement aseptisé parce qu'ils n'ont pas de système immunitaire. Ils naissent avec un système immunitaire déficient. Et donc, l'idée, ça a été chez ces malades de prendre un gène sain que l'on avait identifié comme étant la cause de leur maladie, de prendre de leur moelle osseuse, de modifier les cellules de ces moelles osseuses en y injectant le gène médicament et ensuite de réadministrer ces cellules chez les patients. C'est ce qui a permis de soigner au début des années 2000 les premiers malades par de la thérapie génique. Il y avait déjà eu des tests qui avaient été faits juste un peu avant, comme sur la photo que vous voyez à gauche, mais avec un effet qui durait moins longtemps, qui était moins important. Alors que là, dans l'exemple que je vous montre ici, ces bébés bulles ont été soignés avec un effet à long terme. Et juste pour la petite anecdote, vous reconnaissez peut-être sur la photo du milieu ici, le professeur Alain Fischer, notre monsieur vaccin Covid que vous avez vu sûrement ces derniers temps dans l'actualité. Et c'est lui, avec Maria Cavazzana-Calvo, qui ont été à l'origine de ce médicament de thérapie génique. Alors, c'était tout un travail qui a mis longtemps à aboutir à cette première victoire de la thérapie génique.
Et je vais vous montrer un peu après, parce que là, on est sur des maladies très rares, mais je vais vous montrer un peu après à quoi ça a pu être utilisé sur des maladies et comment ça va être utilisé sur des maladies bien plus fréquentes. Une fois qu'on a démontré qu'on pouvait corriger des cellules sorties de l'organisme, on s'est intéressé à essayer d'administrer directement le médicament chez l'homme. Donc on s'est d'abord intéressé à des petits organes. Et un petit organe auquel on s'est intéressé, c'est l'œil. L'œil, c'est un tout petit organe. Et donc ça a été relativement facile parce qu'il fallait produire une quantité de gènes médicaments qui était plus faible, de s'intéresser à l'œil et notamment à une maladie qui s'appelle la neuropathie optique de Leber. Et vous voyez ici les équipes de recherche qui ont contribué à mettre au point un médicament qui est maintenant administré chez l'homme dans le cadre d'essais cliniques et qui est en attente, celui-ci, d'une autorisation de mise sur le marché pour être administré à un plus grand nombre de malades. Donc ça, c'était une première étape d'administration directe de la thérapie génique, donc qu'on appelle une administration locale. Et ça a été une étape importante pour dire on peut administrer ce vecteur directement chez l'homme et maintenant, on va pouvoir l'administrer par voie générale pour atteindre des maladies qui touchent le corps entier. Et des maladies qui touchent le corps entier sont les maladies qui vont par exemple toucher le muscle, donc les maladies neuromusculaires, comme la myopathie myotubulaire, la myopathie de Duchenne étant des maladies bien sûr emblématiques dont vous avez entendu parler. Mais administrer ces vecteurs de thérapie génique au niveau du corps entier, ça a demandé énormément de développement puisqu'il faut fabriquer des grosses quantités de vecteurs, de produits médicaments. La thérapie génique, on va en entendre de plus en plus parler. Vous en entendez parler dans les médias régulièrement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% des nouveaux médicaments en développement sont des médicaments de thérapie génique. Et on devrait dépasser les 50% dans les années à venir. Pour revenir à la thérapie génique des bébés bulles, c'était un principe finalement qui a été maintenant déployé pour d'autres maladies du sang, des maladies du sang beaucoup plus fréquentes. Et là, on va parler de lymphome, de myélome, de leucémie, donc des cancers. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine de la maladie rare. Et vous voyez ici quelques-uns des médicaments de thérapie génique qui, quelque part, ont leur origine dans la thérapie génique des maladies du système immunitaire. Et qui sont des médicaments soit qui ont une autorisation de mise sur le marché, qui sont autorisés, soit qui sont en attente d'avoir cette autorisation pour être administrés à un plus grand nombre de patients. Donc ça, c'était pour de la thérapie génique. On va rester juste un tout petit peu, puisqu'on en parle malheureusement un peu trop depuis 1 an et demi, sur thérapie génique et Covid. Il faut savoir que de nombreux vaccins qui sont en développement contre le Covid sont issus des recherches sur des thérapies qui utilisent l'ADN ou l'ARN. Vous voyez ici, j'ai regardé il y a quelques jours, il y avait encore 121 produits médicaments candidats vaccins sur le Covid. Donc on n'entend parler que de quelques-uns parce que les autres sont encore en cours de développement. Alors, ils ne vont pas tous aller au bout de leur développement, mais une grande partie de ces vaccins sont basés sur des technologies qui utilisent l'ADN, l'ARN ou des fragments de protéines. Et juste, les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech sont des vaccins qui sont composés d'ARN messager. Donc cette petite partie, ce petit fragment d'acide nucléique dont Daniel Sherman vous a parlé. Et je vais redonner la parole à Daniel, si je ne me trompe pas, à partir de maintenant. Merci Jean-François. Donc Jean-François a très bien illustré comment on pouvait, lorsqu'on détectait qu'un gène était inactif, essayer de remplacer une thérapie de remplacement génique en administrant un gène qui viendra compenser le gène manquant ou le gène muté. Mais les nouvelles thérapies, les nouvelles biothérapies vont beaucoup plus loin que ça. Et la connaissance du génome et des séquences génétiques permettent des interventions thérapeutiques très diverses. Et là, je vais vous parler d'autres biothérapies
qu'il faut intervenir toujours des oligonucléotides, c'est-à-dire des petites molécules ressemblant à l'ADN ou à l'ARN qui ont un alphabet A, T, C, G et qui viennent former des doubles hélices, mais des petites molécules qui se fixent sur l'ARN messager. Donc là, on ne délivre pas, si tu peux montrer le gène en haut, non, Jean-François, on ne délivre pas le gène qui est tout en haut de cette figure. Par contre, on va essayer de jouer sur l'ARN messager. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut essayer de détruire des ARN messagers lorsqu'ils sont pathologiques. Alors, un ARN messager, lorsqu'il est muté, peut être pathologique. Par exemple, il peut s'accumuler dans le noyau, ou il peut capter des protéines ou d'autres ARN messagers qui sont nécessaires. Par exemple, ce qu'on appelle les maladies à triplet, comme la chorée d'Huntington, proviennent de mutations de l'ARN messager qui fabrique un ARN pathologique. Mais dans le cas de la chorée d'Huntington, c'est un peu différent. C'est la protéine fabriquée à partir de cet ARN messager qui va être pathologique. Elle-même, elle va s'accumuler, former des agrégats et à terme détruire le cerveau. Donc, lorsqu'on veut essayer de traiter ces maladies, dans lesquelles ce qu'on appelle des maladies dominantes, négatives dominantes, c'est-à-dire des maladies par gain de fonction, c'est-à-dire qu'il y a une mutation qui va créer un ARN messager qui n'est pas normal, et cet ARN messager, ou la protéine qui est copiée à partir de cet ARN messager, on appelle ça la traduction, eh bien, est cause de pathologie, s'accumule dans les cellules ou interfère avec un mécanisme vital. Dans ces cas-là, ce que l'on veut, c'est soit bloquer la protéine pathologique, soit peut-être mieux encore, eh bien, détruire l'ARN messager pathologique. Et là, vous avez deux stratégies, je ne parlerai pas de celle du milieu. À gauche, vous avez la stratégie qu'on appelle la stratégie anti-sens. Tu peux la montrer peut-être, Jean-François, voilà. Et là, ce que vous avez, c'est un petit médicament, tu peux peut-être montrer l'oligonucléotide anti-sens, qui est, voilà, il est ici, il reconnaît les lettres de l'alphabet, il fait environ une vingtaine de lettres, donc il est beaucoup plus petit qu'un ARN messager. C'est un ADN, c'est un acide déoxyribonucléique. Et ce que vous avez là, c'est une double hélice courte, dans laquelle une partie est de l'ADN, c'est le médicament, et l'autre côté, c'est l'ARN messager qu'on veut détruire. Et lorsque vous avez ce type de duplex ADN-ARN, eh bien la cellule n'aime pas ça. Et la cellule, elle a une protéine qu'on appelle la RNase, que tu peux montrer, Jean-François. Et cette protéine, eh bien, elle va dégrader l'ARN messager lorsqu'il est en hélice avec un petit ADN. Donc les petits duos ADN-ARN, la cellule, elle voit ça comme une infection et elle les dégrade. Donc il suffit, si vous voulez, d'administrer un petit médicament de type antisens, parce qu'il est complémentaire de l'autre, et ce petit médicament va conduire à la destruction de l'ARN messager. Ça, c'est la première approche. Et puis, je parlerai après de l'approche de droite, qui est un mécanisme très, très joli de silençage, d'inhibition, qui lui fait intervenir non pas des petits ADN, mais des petits ARN. Dans les deux cas, ce sont des molécules chimiques, synthétisées chimiquement. Diapositive suivante. Alors voilà un petit ADN qui va s'hybrider à l'ARN messager. Et là, il ne va pas conduire à la destruction de cet ARN messager, il va agir sur un mécanisme que je vais décrire dans la diapositive suivante qui s'appelle l'épissage. L'épissage, c'est une espèce de raboutage dans lequel vous voyez ici, sur un gène que l'on appelle le gène de survie des motoneurones, SMN, survie des motoneurones, qui a été découvert en France par Judith Mesky, travaux financés par la FM Téléthon, chez Arnold Munich, à l'hôpital Necker. Et vous voyez ici que cet ARN messager contient des morceaux qu'on a appelés 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On appelle cela des exons. Et entre ces exons, vous avez des morceaux d'ARN messager qu'on appelle les introns et qui ne servent pas à grand-chose. Et donc, dans le noyau, il y a ce phénomène de raboutage qui font qu'on va éliminer les lignes bleues, tu peux peut-être les montrer, Jean-François, éliminer ces petits morceaux bleus-là, et rabouter pour faire
finalement un ARN messager qui, lui, sera le bon ARN messager, l'ARN messager mature, qui va conduire à la protéine. Alors, il se trouve que dans certaines maladies, eh bien, ce type d'épissage, ce type de raboutage conduit, par exemple, à éliminer une partie du gène, comme dans le cas du SMN2, vous voyez la partie 7 ici, elle est éliminée. Et ça, c'est embêtant parce que vous fabriquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ça n'est pas fonctionnel. Et donc, diapositive suivante. Ce qui a été inventé, c'est un petit médicament qui s'appelle le Spinraza, qui est une petite molécule d'ADN, qui, vous voyez, qui est marquée en rouge ici, et qui va se bloquer se fixer sur l'intron entre le 7 et le 8. Et ce faisant, il va empêcher cette espèce de saut qui élimine le fragment numéro 7. Et comme il le bloque, eh bien, le raboutage se fait de façon correcte, ce que vous avez donc, et vous avez 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, si vous voulez, ça conduit à une protéine fonctionnelle. Et donc, ça conduit à un médicament qui a été mis sur le marché il y a 2 ans et qui permet de traiter une maladie totalement incurable, qui était la myotropie spinale infantile. La myotropie spinale infantile touchait les bébés qui étaient affectés au bout de quelques mois et la mort était immuable au bout d'1 an. Les bébés manquant de facteurs de survie des motoneurones, leurs neurones moteurs, ceux qui font jouer leurs muscles, mouraient, les muscles dégénéraient et de façon déchirante, eh bien, les familles assistaient à la mort lente de leur bébé avec un taux de survie qui n'était pas supérieur à 1 an. Eh bien, cette petite molécule miraculeuse, cette nouvelle thérapie, permet de sauver, grâce, non pas le SMN1, parce que la molécule, le gène de survie de motoneurone numéro 1, lui, il est muté, il est détruit, il ne fonctionne pas. Mais nous possédons tous une seconde copie SMN2 qui n'est pas fonctionnelle. Eh bien, cette nouvelle thérapie permet de sauver le SMN2, de le transformer en une protéine fonctionnelle. Et donc, il y a de nouveau une protéine de survie de motoneurone et les enfants sont guéris s'ils sont traités de façon assez précoce. Donc, vous voyez, une nouvelle thérapie totalement révolutionnaire qui a découlé directement de la connaissance du code génétique. Alors, si tu peux revenir 2 slides en arrière, je veux quand même le montrer. C'est le premier essai, c'est avant le Spinraza, c'est pour ça que cette diapositive était incluse en premier. C'était un essai, finalement, de ces molécules d'oligonucléotides antisense dans la myopathie de Duchenne, qui ont conduit aussi à un médicament peut-être un peu moins efficace dans la myopathie de Duchenne, mais qui module ce raboutage, cet épissage. Et vous voyez ici que la protéine qui manque chez ces patients, c'est la dystrophine. Elle est ici en immunofluorescence, elle est visible en vert, elle décore toute la surface des tubes musculaires, ce qu'on appelle les myotubes. Et dans un patient sain, en bas à droite, vous voyez qu'il y a du vert tout autour des cellules musculaires. Par contre, dans un patient atteint de myopathie de Duchenne, et ces travaux ont été inaugurés en premier et découverts au Généton, au laboratoire de l'AFM Téléthon, eh bien, vous voyez, cette petite molécule, elle est capable les patients atteints de DMD, de myopathie de Duchenne, n'ont absolument pas de dystrophine. Eh bien, là, vous avez 4 patients dont les muscles ont été traités. Vous voyez qu'on voit réapparaître la dystrophine chez ces patients. Donc, voilà un médicament très prometteur, mais qui demande encore à être amélioré pour avoir vraiment une guérison très efficace, totalement efficace des patients. Alors, on va passer et on va aller maintenant sur une slide qu'on ne va pas lire en détail, mais qui vous montre que ces petites oligonucléotides antisense, eh bien, ils ont tout un tas d'applications. Alors, ça touche toujours sur la machinerie d'épissage, que je vous ai décrite brièvement, épissage alternatif, etc. Et vous voyez que tout un tas de maladies, des maladies rares, mais aussi le cancer, mais aussi l'hémophilie,
mais d'autres maladies sont l'asthme, la colite, des maladies donc beaucoup plus fréquentes, pourront à terme, nous l'espérons, être traitées par ces stratégies de petite ADN anti-sens. On peut voir dans cette liste le diabète et d'autres maladies. Alors, tout en bas, vous avez la myopathie de Duchenne qui reste aussi un candidat avec une autre approche qui sont des petites molécules qui permettent de sauter par-dessus finalement une erreur dans l'ARN messager et de fabriquer une protéine saine. Diapositive suivante. Je vais maintenant aborder la partie droite, si tu peux la montrer avec la flèche, Jean-François. Ça, c'est ce qu'on appelle un système de silençage. Et là, le médicament qui a été développé, avec des applications thérapeutiques qui existent aujourd'hui, peut-être oui, on peut y rester. Non, revenez en arrière. C'est un petit acide ribonucléique. Ce n'est pas un petit acide déoxyribonucléique, ce n'est pas un petit morceau d'ADN, c'est un petit morceau d'ARN messager, si vous voulez. Et là, c'est pareil, on utilise la complémentarité, la reconnaissance ATGC pour fabriquer un petit morceau d'ARN d'environ 20 unités qui se fixe sur l'ARN messager. Et là encore, la cellule n'aime pas du tout avoir deux molécules d'ARN fixées l'une sur l'autre. Elle a un système qui s'appelle RNA Induced Silencing Complex en anglais. C'est un système de silençage, un complexe de silençage induit par l'ARN qui va conduire de la même manière que pour la partie gauche à la destruction de l'ARN pathologique. Diapositive suivante. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous voyez ici, peut-être tu peux montrer le système RISC qui capte les deux brins d'ARN, parce que cette petite molécule, ce médicament est formé de deux brins d'ARN, il en élimine un, il garde le second reconnaît est complémentaire de l'ARN messager, se fixe sur l'ARN messager, conduit à sa dégradation, et il y a un recyclage, et donc c'est réutilisé pour dégrader tous les ARN messagers pathologiques. Diapositive suivante. Eh bien, depuis 2 ans, il existe un médicament sur l'amyloïdose héréditaire à transthyrétine, qui est une maladie dans laquelle une transthyrétine, une protéine mutée, s'accumule dans les organes, dans le cœur, dans le foie, et conduit à des dépôts amyloïdes qui conduisent à des pathologies extrêmement lourdes. Eh bien, ces petits ARN ont été, à gauche, encapsulés dans des petites particules constituées de petits lipides, de petites molécules constituant de la graisse. Et ces lipides, eh bien, ils ont une charge positive qui permet de complexer ces petits ARN thérapeutiques. Et ils vont au foie et ils conduisent à la dégradation des ARN messagers de l'ensemble de la transthyrétine. Et c'est un traitement tout à fait efficace qui existe depuis 1 an et demi contre cette pathologie qui était totalement non curable il y a 2 ans. Alors je ne passe pas sur d'autres stratégies qui sont à droite, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette stratégie de vectorisation de petites fusées fabriquées de molécules lipidiques pour délivrer des petits ARN, eh bien, ça faisait 20 ans qu'on y travaillait, y compris dans mon laboratoire, et les solutions qu'on avait trouvées ont été appliquées directement par les laboratoires Moderna pour le vaccin Pfizer, puisque là, il s'agissait de délivrer non pas des petits ARN silencers, mais des ARN messagers codant pour le virus du Covid, mais la technologie est exactement la même, et donc lorsque le Covid est arrivé, toute la science était au point pour délivrer les ARN vaccinants de Covid-19 et fabriquer les vaccins Pfizer et Moderna. Donc vous voyez un exemple selon lequel comment les maladies rares, la recherche, je dirais, de pointe sur les maladies rares conduit à des solutions qui sont prêtes en main et qui peuvent être utilisées immédiatement pour les pathologies plus étendues. Diapositive suivante. Donc c'est un peu cet exemple-là. Vous voyez cette particule formée de petites molécules de graisse, de lipides, qui compactent l'ARN interférent. C'est la même technologie intégralement appliquée à l'ARN messager Covid-19 qui a été mise en œuvre, qui a expliqué qu'on a pu aller très très vite. Et cette molécule, pour la maladie rare, s'appelle le patisiran patron.
développée par les laboratoires Nilam. Diapositive suivante. Alors, je reviens à cet exemple très intéressant de l'hypercholestérolémie génétique primaire, maladie ultra rare, comme tu l'as dit Jean-François. Eh bien, en France, il y a une vingtaine d'années, le gène responsable de cette hypercholestérolémie génétique primaire, un gène différent de celui du récepteur au LDL, comme tu as décrit, un autre gène a été responsable de cette maladie dans une autre famille encore plus minoritaire, atteint de cette hypercholestérolémie, et ce gène, on l'a appelé, par le terme un peu barbare, de PCSK9. Mais là encore, c'est la protéine produite par PCSK9, par l'ARN messager PCSK9, qui est responsable, chez ces familles, de l'hypercholestérolémie. Et alors, eh bien, certains laboratoires, de nombreux, travaillent maintenant sur des ARN silenceurs, des petits ARN interférents, contre la PCSK9, qui sont en développement clinique extrêmement avancé et qui se sont révélés utiles non seulement sur l'hypercholestérolémie génétique primaire, mais aussi sur l'hypercholestérolémie dans la population générale. Et donc, nous espérons, d'ici 1 à 2 ans, pouvoir bénéficier de ce type de molécule pour traiter l'hypercholestérolémie en général. Encore un exemple d'application de stratégie sur les maladies rares qui bénéficient au plus grand nombre. Diapositive suivante. Alors voilà, vous voyez un peu tout l'éventail des programmes en développement clinique de ces petits ARN interférents. Donc vous voyez, c'est immense, c'est une révolution thérapeutique à laquelle nous assistons. Donc vous pouvez voir l'hémophilie, l'hypercholestérolémie, mais aussi le diabète, des maladies de l'œil, le glaucome, l'hépatite B, l'infection chronique au virus de l'hépatite B, tout un tas d'autres maladies, l'hypertension, dans lequel il y a des gènes que l'on peut vouloir éteindre, silencer, si j'ose dire, pour employer le mot anglais de silencing, et qui s'avèrent être tout à fait intéressants dans le cadre d'un développement clinique. Et pour terminer, diapositive suivante, eh bien, vous voyez l'ensemble des maladies qui sont actuellement en développement très actif de perspective d'application des ARN interférents, de ces ARN silenceurs. Ça concerne bien entendu les maladies génétiques qui sont notre domaine d'intérêt, mais aussi les maladies infectieuses, puisqu'il suffit d'essayer de silencer tout simplement l'ADN ou l'ARN des virus pour essayer de traiter les virus. Les cancers, parce qu'il y a des gènes responsables des cancers, donc si vous silencez, interférez avec la production des ARN messagers responsables des gènes du cancer que l'on appelle les oncogènes, eh bien, vous pouvez espérer avoir des stratégies très efficaces contre le cancer et des maladies neuromusculaires, cardiovasculaires, et, très intéressant, des maladies du système nerveux, avec des applications qui s'avèrent prometteuses dans la chorée d'Huntington, la maladie de Parkinson, parce qu'il y a une protéine qui est là, liée au développement de la maladie de Parkinson, dans la Parkinson, dans la maladie d'Huntington, c'est la huntingtine. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a des dépôts de protéines amyloïdes, et là encore, on peut espérer interférer par des systèmes d'interférence, de silencing, avec le développement de ces maladies neurodégénératives qui atteignent le plus grand nombre. Voilà, Jean-François, je pense que je te passe le relais. Non, il y avait une petite partie. Oui, mais là, ça concerne ton aspect. C'est Ouais. un espèce de passage de relais, puisque c'est de la thérapie génique, non pas à base d'ADN et d'ARN. Je te laisse le commenter. Alors Jean-François, attention, il est déjà 19h20. S'il faut un petit temps de questions après, on a déjà une question dans le fil de la discussion. Oui, donc je vais accélérer sur la fin. Donc pour vous dire que la technologie de Moderna sur le vaccin Covid est aussi en cours d'utilisation, de mise au point sur des maladies rares, dont des maladies rares neuromusculaires. On n'arrive pas toujours avec la thérapie génique à traiter ces maladies. Donc c'est pour ça que dans certains cas, dans même beaucoup de maladies, on va avoir besoin de remplacer les cellules. Ça, c'est ce qu'on appelle de la thérapie cellulaire. Je vais vous donner un premier exemple ici et un deuxième assez rapidement après. Par exemple, la rétinite pigmentaire. C'est une maladie qui touche la rétine, maladie rare. Il y a 4000 patients en Europe. Chez ces malades, il faut remplacer les cellules de rétine.
Et ces cellules de rétine, on est capable, dans des laboratoires, notamment le laboratoire ISTEM ici, qui est un des laboratoires de la FM Téléthon, de fabriquer ces cellules de rétine et de fabriquer des patchs de cellules que l'on peut greffer sur la rétine pour remplacer les cellules absentes ou tellement malades que même la thérapie génique seule ne pourra pas corriger le défaut. Et cette technologie sur une maladie très rare, on peut imaginer pouvoir l'utiliser sur des maladies de la rétine beaucoup plus fréquentes. Et là, je parle de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, qui touche cette fois-ci plus de 10 millions de patients en Europe et forcément un encore plus grand nombre à l'échelle mondiale. Ça, c'est un premier exemple de thérapie cellulaire qui peut être appliquée à des maladies rares et maladies fréquentes. Un autre exemple, on arrive à fabriquer en laboratoire de la peau, on arrive à reconstituer de la peau en laboratoire. D'abord, on a imaginé ces stratégies thérapeutiques sur des maladies rares de la peau, notamment les ulcères cutanés drépanocytaires, parce qu'il s'agit de corriger des lésions qui étaient assez isolées. Mais on peut très bien imaginer, à partir de cette technologie, proposer des pansements cellulaires pour couvrir des zones beaucoup plus larges et là, ne pas s'adresser forcément à des maladies rares. Et on pense ici notamment à soigner ou en tout cas réparer la peau pour les grands brûlés, où là, on parle de recouvrir une très grande partie du corps qui aurait été abîmé par ces brûlures. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine de la maladie rare. Ça, c'était deux approches de thérapie innovante. Mais il ne faut pas oublier pour autant, avec la thérapie génique dont je vous ai parlé avant, il ne faut pas oublier la petite molécule chimique. Et là, je vais vous parler très rapidement du repositionnement thérapeutique avec deux exemples. La progéria. La progéria, c'est une maladie dont on entend parler régulièrement. Et ça va faire le lien avec ce que je vous ai expliqué avant. Cette maladie, effectivement, c'est un vieillissement accéléré de tous les organes. Ce sont des enfants qui naissent comme et qui sont comme à peu près tous les enfants, tous les nouveau-nés. Simplement, ils vont voir un vieillissement très accéléré du corps, de leurs tissus. Cette maladie, on a pu en identifier la cause, notamment par les équipes de Nicolas Lévy à Marseille. Et ils se sont rendus compte que c'était, vous vous rappelez de ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la voie de synthèse du cholestérol, de fabrication du cholestérol, qui avait un défaut chez ces malades. Et finalement, avec deux médicaments, une statine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un autre médicament qui est utilisé sur certaines formes tumorales, en combinant ces deux médicaments, qui sont des médicaments classiques, on arrivait à corriger ce défaut. Alors, cette approche, elle a demandé des ajustements, parce qu'il y a d'autres molécules, mais qui agissent sur cette même voie, mais plus prometteuses pour espérer soigner ces maladies, pour espérer soigner cette maladie qu'est la progéria. On est dans le domaine de l'ultra, il y a quelques dizaines de patients connus dans le monde. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les défauts qu'on observe chez ces malades, progéria ici, vous voyez ici des noyaux de cellules. Un noyau de cellules normal, un noyau de cellules de patients touchés par la progéria. Et ce que vous voyez ici, ces noyaux de cellules que vous voyez à droite, ce ne sont pas des malades de la progéria, même si ça y ressemble fortement. Non, c'est juste des noyaux de cellules d'une personne âgée. Et on s'est rendu compte, et ça a été très bien décrit dans un article qui a une quinzaine d'années, qu'on avait les mêmes mécanismes qui intervenaient dans le vieillissement. Et on s'est rendu compte également que c'était ce même mécanisme qui était responsable de certains des effets secondaires liés aux chimiothérapies et aux trithérapies des patients atteints du virus du VIH. Et donc, pourquoi pas imaginer des stratégies thérapeutiques qui vont pouvoir diminuer ces effets secondaires, voire avoir un effet intéressant, d'intérêt, pour limiter certains effets liés au vieillissement. Un dernier exemple, cette jeune fille, Mathilde,
c'est une jeune fille, on a eu du mal à trouver la cause de sa maladie, à mettre le doigt exact sur un diagnostic de sa maladie. Et à partir du moment où on a pu identifier qu'elle était atteinte d'un syndrome qu'on appelle une myasthénie congénitale, on s'est rendu compte, on a su tout de suite lui proposer un médicament, et ce médicament, vous le connaissez, pas forcément sous ce nom-là, salbutamol, mais vous le connaissez sûrement sous le nom d'une de ses déclinaisons, qui est la ventoline. Vous savez, le médicament qu'on donne aux asthmatiques. Et bien, on s'est rendu compte qu'en lui administrant ce médicament, on a arrivé à corriger le défaut causé par sa mutation génétique. Donc là, ce n'est pas de la thérapie génique, on n'a pas changé le gène, mais on a su par une autre approche compenser le défaut que sa maladie causait. Alors, juste pour la petite histoire, c'est le même médicament, c'est la même molécule que l'on sait, qui ont fait beaucoup d'histoires, notamment comme produit dopant, notamment dans le cyclisme. Mais là, on parle d'un produit thérapeutique. Donc voilà, on vous a donné avec Daniel quelques exemples de passerelles entre des maladies rares et des maladies fréquentes. Et ces exemples, on les voit se démultiplier au fur et à mesure qu'on comprend ces maladies et que l'on met au point des médicaments. Donc, il ne faut pas faire une séparation entre maladies rares et maladies fréquentes parce qu'on voit qu'il y a maintenant de plus en plus de passerelles. Et on va s'arrêter là et pour vous donner la parole, vous permettre de vous poser des questions, mais on pourra, j'imagine, déborder un peu sur l'horaire s'il y a beaucoup de questions. En tous les cas, merci hein, Jean-François, c'était vraiment très passionnant. Daniel aussi, c'est vraiment une partie très intéressante. Et nous avons déjà une question. Sylvie, tu as noté une question? C'est quelqu'un qui est en ligne, qui peut la poser directement si elle veut, Oriane. Voilà. Bonjour, ça y est, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, Je suis en voiture, je suis désolée, j'ai été beaucoup coupée. Moi, j'avais une question sur le début de la présentation. J'ai une petite fille qui est atteinte d'une maladie génétique qui est de novo, nous ne sommes pas porteurs. Et du coup, j'aurais voulu avoir un peu plus d'explications sur où en est la recherche par rapport à ce cas-là. Merci. Il faut préciser le nom de la maladie, peut-être, c'est un syndrome de délétion. C'est délétion AP36. Voilà. Ouais, je peux peut-être répondre. En fait, comme vous avez vu, il y a 7000 maladies rares. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre sur cette maladie précisément. Il y a des instances qui pourraient répondre. D'une part, vous savez comme moi le rôle des associations de patients. Donc, s'il y a une association de patients qui suit cette maladie, qui est dédiée à cette maladie, eh bien, elle suit ce qui se fait au niveau national et international. Et nous-mêmes, à la Fondation Maladies Rares, nous avons des experts scientifiques qui accompagnons, qui aidons les associations de patients. Actuellement, nous accompagnons 70 associations de patients pour les aider à bâtir un conseil scientifique, à trouver des experts, à trouver des spécialistes. Donc, s'il y a une association, elle peut connaître l'état exact de la recherche au niveau international dans le domaine. Nous pouvons, nous, à la Fondation Maladies Rares, l'aider. L'autre point, c'est, comme je l'ai dit, vous avez les centres de compétences. Au-dessus, vous avez les centres de référence, qui sont des super centres de compétences. Et ces centres de référence, normalement, sont les interlocuteurs dans lesquels vous aurez la meilleure information, la plus adaptée, pour savoir l'état de l'avancée de la recherche et des connaissances dans la maladie de votre enfant. Peut-être, Jean-François, tu veux rajouter quelque chose ? Non, vous avez effectivement, au tout début de votre question, mis l'accent sur un aspect important. Effectivement, toutes les maladies génétiques ne sont pas des maladies qui sont transmises par les parents, par un ou deux parents. Il y a beaucoup de maladies génétiques qui sont d'apparition, on les appelle de novo. Cette molécule d'ADN, elle est très fragile de par sa taille, sa complexité. Et effectivement, ça arrive qu'à un moment, dans le développement de l'embryon, il y ait une mutation, ou avant, à un moment de la fécondation, il y ait une mutation qui apparaisse parce qu'un événement, on ne sait pas forcément causé par quoi, va causer l'apparition de cette mutation. Mais elles sont de plus en plus documentées, ces maladies, effectivement, comme l'a dit Daniel.
on en découvre tous les jours des nouvelles, on en caractérise tous les jours, et à partir du moment où on a mis le doigt sur la cause d'une maladie, forcément, c'est la porte d'entrée ensuite aux équipes de recherche pour essayer de mettre au point des traitements sur ces maladies. Alors, il faut faire attention. La thérapie, il y a de la thérapie génique pour soigner la cause à la racine, mais il y a aussi les thérapies. Vous avez vu Mathilde, le dernier exemple que je vous ai montré, on a soigné finalement, on n'a pas soigné la cause, mais on a traité les conséquences. Et il y a beaucoup de maladies qu'on peut traiter et qu'on va pouvoir traiter de cette façon-là, simplement en adressant les symptômes, en corrigeant et en limitant les symptômes. Peut-être pour compléter, parce que je suis allée chercher sur le site Clinical Trials s'il y avait des essais pour la maladie dont parle Oriane. Et en fait, il y avait des registres. Est-ce qu'on peut faire un lien justement avec l'intérêt des registres au stade où il n'y a pas encore d'essais thérapeutiques? Alors oui, c'est un point important. Effectivement, dans la mise au point d'un médicament, il faut qu'on fasse des essais cliniques. Les essais cliniques, c'est des étapes réglementaires qui sont indispensables pour valider que le médicament, a un niveau de sécurité suffisant, et 2, a une réelle efficacité pour traiter les maladies avant qu'il soit autorisé. Et pour pouvoir mener ces essais cliniques, il faut que l'on ait identifié des populations de malades. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des registres de malades qui sont établis, justement, ces centres cliniques, les centres de référence dont Daniel a mentionné, ou des équipes de recherche qui vont tenir des registres de malades, parce que le jour où il y aura des traitements qui pourront être proposés en essai, eh ben forcément, on aura une population de malades à qui proposer, certes, de tester ces médicaments. Alors, les tests qui sont faits dans les essais cliniques, il y a eu toute une sécurisation qui est faite en amont. On a déjà suffisamment de confiance dans le médicament pour l'administrer chez ces patients. Mais on va surtout avoir besoin de vérifier si le niveau d'efficacité est suffisant pour présenter un intérêt. Donc, c'est très important, effectivement, le registre, justement, pour établir ces listes de patients à qui on pourra proposer ces médicaments. Je peux peut-être répondre à une question que j'ai vue apparaître sur le glaucome. Oui, Isabelle la pose directement. Veut poser sa question, peut-être. Merci beaucoup. Merci, Oriane. Isabelle, vous êtes là avec nous? Oui, je suis là. Oui, Est-ce que vous voulez poser votre question? Oui. En fait, j'ai vu dans le listing tout à l'heure, vous parliez du glaucome. Je suis atteinte de ce glaucome et j'ai vu qu'il y avait un médicament qui allait arriver. J'aimerais savoir quand pourra-t-on en bénéficier? Alors, ce médicament est développé par une société qui s'appelle Sylentis, S-Y-L-E-N-T-I-S. Il a pour nom, je vais vous dire ça tout de suite, il a pour nom Bamosiran, B-A-M-O-S-I-R-A-N, et je ne peux pas vous dire si un médicament va arriver, puisqu'on est dans l'étape du développement clinique, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des études cliniques pour prouver l'efficacité du médicament. Donc on est dans la phase de l'essai clinique. Comme vous le savez, les essais cliniques, il y a 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1, c'est pour tester, pour montrer qu'il n'y a pas de toxicité. La phase 2, c'est pour regarder et trouver la dose thérapeutique. Et la phase 3, c'est sur un plus grand nombre de patients, démontrer de façon statistiquement incontournable que le médicament a un effet thérapeutique. Et il faut aller sur le site de la société Sylentis pour voir où ils en sont et essayer d'avoir des informations sur le niveau de développement. On peut faire l'étude si vous le souhaitez, mais voilà, le site Sylentis de la société Sylentis, S-Y-L-E-N-T-I-S, qui a dans son portefeuille le Bamosiran, vous indiquera le niveau, l'avancée thérapeutique.
de cet ARN interférent concernant le glaucome. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci. On a encore une question peut-être de monsieur Bernard Roques, c'est ça? Je ne me trompe pas? Qui a levé la main? Vous pouvez mettre votre micro. Question pour Daniel. Daniel, on vous entend assez mal. Oui. Est-ce qu'une des limites de la thérapie génique, c'est la production en grande quantité d'oligonucléotides et l'emballement, la protection de ces oligonucléotides à ensuite injecter chez le malade? Alors, je dirais, Bernard… Daniel, est-ce que vous pouvez répéter la question pour les autres? Oui, la question c'était, est-ce qu'il n'y a pas un facteur limitant au développement de ces petits oligonucléotides à la production de ces oligonucléotides chimiques et à la production des molécules de lipides qui vont impacter ces oligonucléotides? Alors, il y a deux éléments de réponse à ta question, Bernard. La première, on essaye maintenant d'éviter d'utiliser ces petites molécules lipidiques, petites molécules de graisse, et on greffe sur le médicament une espèce de tête chercheuse. Par exemple, on greffe un trigalactose qui va aller se fixer dans le foie et s'accumuler dans le foie. Donc on essaie d'avoir uniquement une molécule chimique en évitant ce qu'on appelle la formulation dans la petite boule de graisse. Ça, c'est un premier point. Le second point, on est dans la chimie et il n'y a pas a priori de limite à la production. Il y a une énorme amélioration qui a été faite par les chimistes sur le type d'ARN qu'on utilise, ces petits ARN qui sont modifiés, de même que les petits ADN sont modifiés. Par contre, là où tu as levé un point important, et je vais passer la parole à Jean-François, c'est pour les vecteurs de thérapie génique, les virus. Là, il y a effectivement un problème urgentissime de production. Jean-François, peut-être? Oui, effectivement, merci Daniel. Alors, il y a là aussi, il y a deux aspects. Juste sur les oligonucléotides, effectivement, il y a moins de freins à la production. On l'a vu avec les vaccins produits actuellement. Simplement, un vaccin, on n'injecte pas la même quantité de médicaments dans un vaccin que pour traiter, comme pour la thérapie génique. Et la thérapie génique dont je vous ai parlé moi tout à l'heure, là avec ces vecteurs complexes, ces virus, là c'est vraiment la problématique actuelle de tous ces développements en thérapie génique, c'est les capacités de production. On sait qu'il faut des améliorations des technologies pour permettre, avec l'explosion du nombre de produits de thérapie génique en développement, il va falloir vraiment des technologies de rupture pour être capable de proposer les quantités qui vont être indispensables une fois que ces médicaments seront disponibles. Déjà sur les maladies rares, mais alors quand on va parler de maladies plus fréquentes, comme des cancers ou d'autres, là, les quantités vont être encore nécessaires, vont être encore plus importantes. Donc c'est vraiment la problématique principale de la thérapie génique aujourd'hui, c'est les capacités de production. Mais il y a énormément d'efforts et d'équipes qui travaillent là-dessus. Les groupes pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique a saisi maintenant l'opportunité de la thérapie génique, parce qu'au début, la thérapie génique, on parlait de maladies rares, ça n'intéressait pas, ou en tout cas peu, l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y avait très peu de patients. Maintenant qu'ils ont vu le potentiel dans des maladies beaucoup plus fréquentes, ils sont intéressés, ils sont beaucoup plus intéressés, et donc forcément, eux, ils amènent des capacités en termes d'industrialisation qui vont être nécessaires pour permettre de faire bénéficier le plus grand nombre de patients de ces traitements. Je vous tiens, est-ce que je peux vous poser une question sur la thérapie cellulaire? Oui. C'est à partir de cellules souches que vous refaites les différents tissus nécessaires à la thérapie cellulaire? Alors, il y a deux sources principales de… Tu peux répéter la question peut-être? Oui.
Est-ce que c'est à partir de cellules souches que l'on produit la thérapie cellulaire? Il y a deux sources principales possibles de cellules. C'est effectivement les cellules souches embryonnaires, comme on les appelle, et les cellules induites à la pluripotence, donc on appelle les IPS, qui sont des cellules que l'on a pu prélever, par exemple, des cellules de la peau, et que les cellules de la peau sont des cellules qui sont très spécialisées. Forcément, des cellules de peau, elles ne produisent que des cellules de peau quand elles se divisent. Mais comme on a compris les mécanismes qui permettaient d'obtenir les différents types de cellules qui constituent le corps humain, on est capable de les reproduire. Et ça veut dire qu'on a été capable à partir d'une cellule de peau très spécialisée, de dédifférencier ces cellules, de les déspécialiser, pour ensuite les respécialiser. Donc, à partir d'une cellule de peau, on est capable de produire potentiellement tous les types de cellules, alors plus ou moins facilement, ce n'est pas encore totalement au point sur tous les types de cellules, mais ce sera sûrement la manière la plus simple d'obtenir des cellules. Alors, avec une difficulté, c'est qu'on rentre là dans la médecine individualisée, puisqu'il faut partir d'une cellule de patient, les dédifférencier, les respécialiser pour les réinjecter ou les regreffer à ce même patient, tout simplement, alors même s'il y a d'autres approches, je prends quand même quelques courts-circuits, pour éviter les phénomènes de rejet de greffe, à prendre des cellules de quelqu'un d'autre pour les greffer à une autre personne. Même s'il y a beaucoup de stratégies pour justement ne pas avoir ces problématiques de rejet de greffe. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Est-ce qu'il y a des précisions à ajouter? Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? En tous les cas, c'est super intéressant. On pourrait y passer la nuit. C'est plus un apéro, là, c'est une soupe à l'oignon. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une autre question? Non? Je crois que tout le monde veut aller dîner. C'est ça, ben oui, forcément, après un bon apéro, on attend le dîner, c'est normal. Comment vous dire merci Daniel et puis Jean-François, nos experts d'une soirée pour un apéro au labo formidable. Je ne sais pas comment vous dire merci, mais en tous les cas, un grand merci. Et puis, sachez que cette fête de la science, elle a eu lieu toute cette semaine et ça a été un grand événement pour l'AFM Téléthon et on remercie vivement tous nos experts qui étaient là avec nous cette semaine. Vous pouvez, là, dans le fil de la discussion, je vous mets le lien vers le fête de la science et puis surtout, vous pouvez retrouver tous les apéros auxquels vous n'avez pas participé sur un autre lien que je vous mets immédiatement parce qu'ils sont en replay sur YouTube. Et donc, vous pouvez les retrouver ici. J'arrive. Ils ont... Voilà. Donc, c'est très intéressant. Et donc, voilà. Alors, je voulais vous dire un grand merci, Daniel et Jean-François. Nathalie, est-ce que je peux vous interrompre juste pour vous dire Bien sûr. Il y a une question relative à la délétion AP36. Et donc, la personne qui a posé la question, elle a dû le remarquer, mais je voudrais souligner que dans les commentaires, il y a donc un lien vers un site d'information. Hein. C'est Sylvie qui travaille avec nous notre modératrice, notre super modératrice Sylvie, qui travaille avec nous et qui met les liens au fur et à mesure. Voilà, donc il y a le lien vers l'association et le lien vers l'essai clinique. Hein. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et donc, je ne sais plus où j'en suis, donc c'est pas très grave. Merci. J'étais en train de dire merci. Merci Sylvie du coup, mais merci à tous nos modérateurs qui ont travaillé cette semaine avec tous les experts. Et puis, je voulais aussi remercier personnellement au nom de l'AFM de l'AFM Téléthon, les familles de malades, les milliers de personnes qui aujourd'hui sont peut-être donateurs, sont investis dans une animation au Téléthon. Peut-être ont-elles envie de nous rejoindre, toutes ces personnes, et de soutenir nos chercheurs.
eh bien, le Téléthon aura lieu le 3 et 4 décembre et c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment vous investir dans ces animations, c'est maintenant. Et puis, j'ai une autre chose à vous dire. Alors, attendez, je suis en train de vous mettre un lien. Voilà, je vous mets le lien vers le site de l'AFM Téléthon, sur lequel vous allez trouver plein de choses. Notamment, j'arrive pas à le copier, mais voilà. Et donc, je vous dis très bonne soirée à tous et à toutes. Je n'ai rien oublié. Je vérifie juste mon petit discours. Maintenant, je n'ai rien oublié, c'est parfait. Donc, en fait, c'était une équipe de choc avec vous ce soir pour cet apéro. Et donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et d'avoir participé à nos apéros toute cette semaine. Merci beaucoup, à bientôt.